On tient à remercier Best Buy, fournisseur officiel pour tout l'équipement technologique du studio de la Commission athlétique. Au fond des filets. Au fond des filets. Le podcast. Il y a des émissions, puis là je veux manquer de respect à personne qui est passé ici parce que c'est toujours intéressant, mais il y a des émissions qui sont un peu plus spéciales que d'autres. D'être rejoint par un ancien collègue, mais surtout le tenant du titre de coach de l'année en MLS, ben, ça a quelque chose d'un peu spécial. Wilfred Nancy, comment ça va? Ça va et toi? Ça va très bien. J'ai toujours, puis je t'ai pas briefé avant, si je regarde ma montre, c'est pas parce que tu m'intéresses pas, c'est pour être capable de tenir la route et savoir on est où. Ouais. Si je regarde ma feuille, ben c'est pour être capable de ratisser le plus large possible, Ouais, pas de souci. parce que c'est rare qu'on t'a en ville. Question de transparence, on enregistre le 30 janvier, on était entre Noël et le jour de l'an, pour une petite visite du temps des fêtes à Montréal. Ouais, c'est exact. Coach de l'année, je sais que tu commences à t'en remettre, je sais que t'es pas celui qui fanfaronne le plus, mais sachant que tu étais vraiment dans la discussion les 2 années d'avant, sachant que l'année précédente, tu as gagné la MLS Cup, tu es devenu du même coup le premier coach de couleur à gagner le trophée, il doit y avoir quelque chose de spécial quand même. Ouais, franchement, c'est... Malheureusement, on a perdu tôt cette année, mais ça m'a fait du bien. Moi, je voulais pas commencer par ça. Là, non, mais ça m'a fait du bien parce que ça m'a permis de prendre du recul. Et j'ai dit, pas mal pour un petit cul comme moi, qui vient de Toulon, du sud de la France, et qui est venu à Montréal en 2005 et qui a grandi, et que maintenant, voilà, ouais, effectivement, c'était particulier. C'était un bon moment. C'était un bon moment. En plus, ok, ça faisait la 3e année. C'est vrai que les années précédentes, j'étais proche de gagner, mais je ne l'ai pas gagné. Mais cette année, j'étais en compétition avec aussi Tata Martino, et je me suis dit peut-être que c'est lui qui va gagner, mais finalement non. Donc très fier de ça. Et bien entendu, je ne suis pas tout seul, mais ma famille, premièrement. Ma famille, on parlait en off tout à l'heure de nos femmes. J'ai une équipe, ma femme, c'est une équipe parce que c'est la première année où j'ai joué le plus de matchs comme ça. On a fait 50 matchs. Donc du coup, et moi j'ai besoin de fraîcheur mentale. Et ma femme et mes enfants sont extraordinaires pour ça, pour me donner cette fraîcheur mentale-là. Et bien entendu mon staff et toutes les personnes avec qui je travaille qui m'ont aidé dans ça. Donc je ne suis pas tout seul, mais j'avoue, bien entendu, je suis fier de ça parce qu'il y a du travail derrière ça et aussi beaucoup de patience. Mais c'était top, c'est top. Se ressourcer, ça peut prendre des allures bien différentes pour une personne ou une autre. Quand tu dis la fraîcheur, c'est parce qu'ils te foutent la paix ou au contraire, tu peux passer du temps avec eux et c'est ça qui change les esprits? C'est comme prendre un peu de gingembre quand tu veux changer le goût des sushis? Ouais, exactement ça. Non, c'est... j'ai appris à bien me connaître et je suis un introverti. Introverti, ça ne veut pas dire que j'adore parler avec les gens, mais tu ne recharges pas les batteries de la même manière. Exactement. Et donc, du coup, j'ai appris Parle-en à ma femme. Donc, j'ai besoin d'un peu de moments. Donc, le matin, pour moi, il est super important. Quand j'amène mes enfants, par exemple, ou quand je sais que mes enfants vont se réveiller à une certaine heure, je me réveille toujours 1 heure avant, la plupart du temps, pour justement avoir mon petit moment tranquille. Et après, c'est juste de couper. Quand je suis au travail, je suis au travail. Mais quand j'arrive à la maison, j'essaie juste de couper, d'avoir une vie simple. Parce qu'à la fin de la journée, j'ai pas une vie normale. Le métier que je fais, il est extraordinaire, mais je peux pas me plaindre. On voyage de partout, on est reconnu. Je veux dire, voilà, j'ai pas une vie normale. Et donc, j'aime la normalité. Et donc, le fait d'avoir une vie normale, c'est de rentrer à la maison, de faire des choses simples, d'aller à l'épicerie quand je peux, d'avoir des petits moments sympathiques ou normaux avec mes enfants. Et donc, pour moi, c'est ça la fraîcheur mentale. Et donc, du coup, ça me permet après d'être meilleur dans mes prises de décision et d'être meilleur tout simplement pour moi. Est-ce que tu t'es toujours bien connu comme ça? Non. Est-ce que c'est quoi? C'est un moment? C'est un déclic? Ouais, c'est il y a à peu près une dizaine d'années. Je pense que c'est un déclic. Après, les personnes qu'on rencontre, les livres qu'on lit ou qu'est-ce qu'on regarde à la télé. Je pense que l'entourage y fait aussi. Donc peut-être qu'il y a une dizaine d'années, je sais pas, j'étais avec un entourage qui
qui m'a permis de penser à ça. Et donc, j'ai fait un petit travail sur moi-même pour me connaître un peu plus parce que j'ai appris que dans mon métier, tout le monde peut être entraîneur, hein, dans le sens qu'on peut tous avoir des avis différents, c'est ce que je veux dire par là. J'aime bien la quote de Mourinho qui dit que c'est marrant parce que quelqu'un qui étudie à la NASA, il n'y a que les experts qui ont étudié à la NASA qui vont parler, mais dans le football, on a étudié dans le football, mais il y a ceux qui n'ont pas étudié qui parlent quand même. Ah ouais. Qui parlent plus fort, en fait. Plus fort. Donc, du coup, tu vois, c'est juste c'était important pour moi de me connaître parce que à la fin de la journée, j'ai appris à contrôler ce que je peux contrôler. Mm-hmm. Et parce que les avis de chacun sont différents. Parce qu'on a tous des ancrages qui sont différents. On a tous des sensibilités qui sont différentes. On a tous grandi et vécu d'une façon différente. Et je pars du principe que l'être humain, il est unique. Donc, du coup, c'est pas parce que moi, je suis expert de quelque chose que je rencontre quelqu'un qui n'est pas expert dans mon domaine, qui va me dire quelque chose que ça va avoir ni queue ni tête. Non, pourquoi pas. Mm-hmm. Peut-être qu'il y a quelque chose. Mais par contre, le fait de me connaître me permet d'être attentionné véritablement si c'est un sujet qui m'intéresse, ou sinon d'être un peu plus en recul et d'être préservé. Voilà, d'être préservé. Donc du coup, c'est un exercice que je conseille à tout le monde, tout simplement de faire une introspection et savoir qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, et qui on veut devenir, où on en est actuellement. Et ça te permet après la vie est plus facile en fait. Je sais que c'est différent pour tout le monde, mais as-tu un livre qui a été particulièrement marquant? Y a-tu un séminaire, une personne? Je sais pas si J'ai pas réellement de livre. Je te dirais que j'ai découvert j'aime toujours lire, mais j'ai découvert il y a plusieurs années le stoïcisme. Mm-hmm. Et dans ma famille, j'ai des chrétiens, j'ai des musulmans. Je suis pas le plus croyant. Ma maman, elle va pas être contente quand je dis ça. Mais il y a un univers quelque part. Tu es au courant que c'est la clip qu'on met sur les médias sociaux maintenant que tu vas dire. Non, mais elle le sait. Mais par contre, voilà, le stoïcisme, c'est quelque chose qui me parle. Qui me parle parce qu'à la fin de la journée, je pars du principe qu'en tant qu'être humain, ce qui nous intéresse en tant qu'être humain, c'est d'avoir des challenges. Si on n'a pas de challenge, c'est plate en asti. Donc du coup, c'est comment justement faire face à ces challenges-là, à cette adversité-là, ou sinon tout simplement, ça peut être des opportunités aussi ou des challenges. Et moi, ça me permet véritablement de prendre les choses comme elles le sont. Et de contrôler ce que je peux contrôler. Et en lisant beaucoup sur ça, ça m'a permis d'être en paix avec moi-même, en paix avec mes décisions, sachant que quand la vie est une question de choix, on fait toujours des choix. Et je vais peut-être être toujours critiqué ou peut-être qu'on va me donner des contre-avis. Et je suis bien avec ça. Parce qu'à la fin de la journée, peut-être que le contre-avis ou la discussion que je vais avoir, l'interaction que je vais avoir avec quelqu'un, la personne va mettre beaucoup d'emphase sur une chose qu'elle veut me prouver ou qu'elle veut me dire et que moi, finalement, au début, je dis « Ah, je suis pas trop d'accord », mais finalement, il y a peut-être certaines choses qui vont être intéressantes et ça va m'aider par la suite. Au lieu de m'obstiner avec la personne, je dirais « Non, t'as tort ». Non, c'est pas question d'avoir tort ou raison. À la fin de la journée, la sensibilité individuelle est super importante, donc ça m'a aidé, quoi. Comment tu fais pour éviter que le doute s'installe? Parce qu'il n'y a pas juste toi, il y a le staff, il y a la direction du club, après, il y a les médias. Comment tu fais pour préserver ta vision, éviter que le doute s'installe, mais en même temps rester ouvert à une bonne idée si tu la vois passer? Le doute est toujours là. Le doute, pour moi, c'est... Est-ce qu'on s'habitue? Ouais, mais après, il y a des nuances dans le doute, dans le sens que quand tu as une décision à prendre, c'est normal que... Par exemple, le stress. Au début, dans ma jeune carrière, je me suis dit, le stress, il faut pas être stressé, il faut éviter d'être stressé et tout. Mais le stress, c'est normal. Le stress que j'ai appris, c'est que quand tu as envie de réussir quelque chose... C'est important. C'est important. Après, il y a la peur, mais il y a le stress. Et donc, c'est des nuances qui sont différentes. Et donc, pour moi, c'est quelque chose que l'on doit vivre avec. Donc, le doute, c'est la même chose. Quand on crée quelque chose, peut-être qu'on va créer quelque chose que la personne va se dire, moi, tu sais quoi, je le ferai pas, ça. Et je suis en accord avec ça. Mais si je crée quelque chose, c'est parce qu'il y a eu des antécédents, des choses, comme on dit souvent, on aligne toujours les points quand on pense dans le passé. Du reverse engineering. Exactly. Et donc, du coup, moi, ça m'aide à véritablement à rester sur la tâche,
sur ce que j'ai en tête, mais tout en étant ouvert, parce qu'à la fin de la journée, j'aime regarder les gens, j'aime observer les gens, j'aime discuter avec les gens. Parce qu'il va y avoir toujours quelque chose qui te permet de te nuancer ou d'ajuster ton raisonnement ou de t'aider à accomplir quelque chose. Donc du coup, ça fait partie du métier. Par contre, il faut avoir... Ce que j'ai appris, je suis toujours humble, j'ai toujours l'humilité, c'est important, mais il faut être confiant. Surtout dans notre métier. Parce que si tu n'es pas confiant, les agents, les joueurs la vont se direction. dire, t'es bien gentil, coach, mais au bout d'un moment, moi, j'ai envie de gagner. Mais après, la définition de succès ou de gagner, je parle jamais de gagner. Moi, ce qui m'importe, c'est normal qu'on ait envie de gagner, parce que si on ne gagne pas, on se fait virer. C'est la réalité. Mais l'idée, c'est d'avoir une idée bien précise, d'avoir une vision bien précise, et après, le chemin pour y aller, c'est le plus important. Est-ce que je vais prendre la 640 ou est-ce que je vais prendre la nationale? Mais à la fin de la journée, je sais où je veux aller. Donc, c'est pour ça que de plus en plus où je grandis, de plus en plus où je mûris, grâce à mes enfants, grâce à mes amis, ma famille et tout, il y a un mot qui est super important pour moi maintenant, c'est fulfillment, épanouissement personnel, si je peux le traduire comme ça. Et pour moi, l'épanouissement personnel, le fulfillment, c'est quelque chose qui est ancré en moi. Parce qu'à la fin de la journée, on a tous des avis différents. On a tous envie de réussir quelque chose. On a tous notre ego. Mais moi, fulfillment, pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? C'est être aligné avec mes valeurs, mes actions et ma pensée. Comment ça influence ton parenting, ça? Qu'est-ce que tu veux dire par parenting? Ben, on comprend, parce que celui qu'on connaît, le Wilfred Nancy, c'est le coach qui prend des décisions comme mettre une superstar dans les estrades ou le suspendre pendant quelques matchs. C'était cette année, ça? Cette année. Dans un moment relativement important. Là, vous étiez dans une course en Champions Cup. Mais est-ce que ça a influencé ta manière de te présenter comme père pour tes enfants aussi? Ah, oui, totalement. Mais mes enfants m'ont réappris à connaître l'être humain. Parce que, en fait, on est des grands enfants. Et sauf qu'on a beaucoup plus d'expérience et on a beaucoup plus de la petite voix qui est derrière nous à chaque fois quand on a envie de faire quelque chose. Et qui nous dit tout le temps des choses négatives. Ben, si tu veux, les enfants, ils sont beaucoup plus spontanés. Et nous, on est nés spontanés. Mais par rapport à toutes les expériences, qu'elles soient négatives ou positives, on a été conditionnés. On a commencé à avoir des préjugés ou on est conditionné à certaines choses. Donc, du coup, c'est comment trouver la bonne balance par rapport à ça. Et donc, du coup, j'ai ma fille de 13 ans maintenant et mon petit-fils mon fils qui a 7 ans. Donc, du coup, il m'aide à voir qu'est-ce que c'est la vraie vie. Parce que des fois, on complexifie les choses pour rien. Mais c'est la nature de l'être humain qui est comme ça. Donc du coup, le fait de les voir, le fait de faire leurs devoirs avec eux, ou de jouer avec eux, ou de discuter avec eux, ben du coup, moi, je donne un exemple. Quand j'ai une idée en tête au niveau d'un concept de jeu ou je veux créer quelque chose, je l'explique à mon fils. Parce que je veux essayer de lui expliquer. Si j'arrive à lui expliquer qu'il comprend parce qu'il a 7 ans, c'est l'expression ça veut dire que c'est clair. Mais si j'arrive pas, c'est que je suis pas encore prêt à l'expliquer à mes joueurs. Et parce qu'en fait, le jeu est très complexe et l'idée, c'est de le simplifier. Et encore une fois, dans les joueurs, dans l'équipe que l'on a, on a tous des personnalités différentes. Et avec la nouvelle génération, il faut aller straight to the point. Et donc, du coup, j'ai besoin d'être bon dans ça. Et donc, du coup, grâce à mes enfants, grâce à l'éducation que l'on leur donne, comme tous les parents, j'ai envie de dire, mais ça me permet de revenir à la vraie vie et de revenir aux vraies choses. Et après, ça me permet de prendre du recul et d'être frais et d'être un peu mieux. Tes 5 années, tu sais, tout le monde qui passe depuis ton départ est comparé à ton règne. 2022 était particulièrement impressionnant en termes de résultats, puis je pense que ça a montré que même si en début d'année précédente, Twitter pognait en feu parce qu'on construisait trop de derrière, on perdait des ballons, ça peut mener à quelque chose si on a la patience d'y rester. Après, je pense qu'il y a ta personnalité, ton parcours. T'es un peu le Mathieu Choinière coach, mettons, la version coach de Mathieu Choinière. Les 5 années que tu as passées comme adjoint, avec le recul, aurais-tu été capable de faire ce que tu fais là? Aurais-tu pu juste... Non. Je rajouterai mes années passées aussi à l'académie. Je suis très fier de mon... Bien entendu, j'ai un peu de regret parce que j'aurais pu jouer en première division.
Mais maintenant, je sais pourquoi, parce que j'étais nonchalant, j'ai manqué de constance. Mais le parcours que j'ai eu en tant qu'entraîneur est extraordinaire pour moi. Parce que ce que j'ai appris dans mon métier, c'est que la vulnérabilité est très importante. Mon métier n'est pas de gagner des matchs. Mon métier est de transmettre et de convaincre mes joueurs à aller dans une direction. Et la conséquence, après, c'est de gagner ou perdre. Et c'est pour ça que le fait que j'ai passé du temps en tant qu'adjoint avec différents coachs, différentes personnalités, Pas à peu près. Là. ça a été extraordinaire. Extraordinaire, parce que moi, de mon côté, je savais que j'avais envie de devenir entraîneur. Donc, du coup, j'avais mes grands yeux ouverts, je regardais, je prenais des notes. Et il n'y a pas de mauvais entraîneur ou bon entraîneur. À la fin de la journée, à niveau égal, on sait faire un entraînement. On sait faire une équipe. Mais c'est la relation que tu entretiens avec la personne avec qui tu travailles qui fait la différence. Et pour moi, c'est cet environnement qui permet aux joueurs de pouvoir s'exprimer, qui permet aux joueurs de pouvoir se libérer et qui permet aux joueurs de tenter des choses. Parce que je te prends un exemple. Tu as commencé à l'époque à Montréal. Et dans un coin de ta tête, je t'ai toujours connu un peu créatif. Dans un coin de ta tête, je n'ai pas été surpris quand tu m'as dit que voilà, tu voulais partir dans les médias. Aujourd'hui, tu fais ton podcast. Je ne suis pas surpris. Parce que, voilà, par rapport à ce que tu as vécu, comment tu es, tu as envie de créer des choses. Mais pour créer des choses, tu dois t'entourer aussi de personnes et aussi tu dois être courageux, bien entendu. Mais à la fin de la journée, l'expérience que j'ai eue avec ces entraîneurs-là, l'expérience que j'ai eue avec l'académie, m'ont permis de devenir qui je suis, pas comme homme, mais qui je suis comme entraîneur. Et derrière ça, les ancrages que j'ai eu quand j'étais plus jeune et les personnes que j'ai rencontrées, les voyages que j'ai faits, m'ont permis de devenir l'homme que je suis maintenant. Et donc ce mix me donne cette opportunité-là de faire ce que je fais actuellement, tout simplement. Parle-moi de la soirée quand vous avez gagné la MLS Cup, parce que tu parles des gens qui t'ont entouré, Ouais. des gens que tu as côtoyés dans ton parcours, pas seulement avec l'Impact de Montréal ou le CF Montréal, mais l'Académie aussi. Il y en a plusieurs qui t'ont pas suivi directement au crew, mais qui étaient là. Yannick Girard, Antoine Gullner. Il y a l'ancienne conjointe de Jay qui était là avec la mère de Jay aussi. Qu'est-ce que ça a représenté, cette soirée-là? Extraordinaire. T'en souviens-tu, d'abord? Bien sûr, je m'en souviens. Le seul regret, c'est que je suis rentré, j'ai fait une erreur de rentrer chez moi parce que je voulais me changer aux alentours de 2h du matin. Et je me suis assis à ma table avec ma famille, j'ai commencé à boire des rhums. Et après, j'ai dit non, je ne peux pas prendre la voiture, donc je me suis endormi. T'es sérieux? Pendant qu'eux, ils faisaient la fête, mais on a bien fait la fête jusqu'à 5h du matin. Mais non, c'était extraordinaire, c'était des bons moments parce qu'encore une fois, je me rappelle d'où je viens. Je me rappelle comment j'ai commencé. Et le fait d'avoir des personnes qui se sont déplacées. Columbus, il n'y a pas de vol direct. Non. Pas de vol direct, ils se sont déplacés, ils sont venus en voiture pour justement participer à cet événement. C'était fabuleux parce que, bien entendu, j'ai toujours des liens avec eux et c'est quelque chose qui était important pour moi. Et une des meilleures images que j'ai eues, je me rappelle, on gagne, coup de sifflet, bien entendu, on passe du temps sur le terrain. Et au moment où je sors pour aller faire les médias, je vois Vanessa et la maman de Jason qui était là et l'ancienne copine aussi de Jason qui était là. Et voilà, c'était top, quoi. C'était top. Donc non, c'était un bon moment, c'était top. Ce titre-là, bien entendu, c'est marrant parce que faut pas oublier que j'avais gagné un titre quand même à Montréal. Mais c'est beau. Je savais pas comment célébrer ou quoi que ce soit. Mais la finalité, tu vois, c'est pas de lever le trophée. Et j'ai été un peu déçu, pour être honnête avec toi. De quoi? De l'après. Ah oui? Ouais, parce que... L'après, tu veux dire la soirée ou ce qui qui est venu après? Tout ce qui est venu après, parce que... Pourtant, vous faites une finale de Champions Cup. Oui, non. Tu sais, quand tu soulèves le trophée, tu dis, ça y est, j'ai gagné. Mais en fait, j'ai même pas eu le temps de savourer véritablement que je me suis dit, boum, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on va aller chercher? Ça revient à ce que tu disais tantôt, d'être motivé par le progrès. Exactement. Donc du coup, oui, j'ai l'image du trophée qu'on soulève et tout, mais j'ai plus l'image de comment on est arrivé à ça. Et ça, c'est des choses qui vont être gravées. Et c'est pour ça que je mets toujours des nuances sur le fait de
gagner ou perdre, parce qu'à la fin de la journée, oui, on est champion, ça sera jamais comme ça. Mais à la fin de la journée, j'ai plus d'images qui restent dans ma tête sur les moments qu'on a eus pour devenir champion. Et ça, pour moi, c'est super important. En même temps, tu disais tout à l'heure que là, étant donné que vous avez été éliminé de manière plus hâtive, ça t'a donné le temps, peut-être le temps de décanter un peu. Est-ce que ça, puis l'objectif, c'est de jamais avoir de temps pour décanter? On s'entend, tu veux toujours te rendre en finale de Champions League, en finale de MLS Cup si tu restes ici. Mais là, est-ce que tu sens le besoin, l'importance de trouver un mécanisme pour prendre ce temps-là à chaque fois? Le peu de temps que j'ai, j'essaie de le maximiser. Et donc, du coup, oui, c'est très important pour moi. Avant, j'étais capable de travailler 24 heures sur 24. Ouais. Ça, c'est comme tout le monde. Mais maintenant, j'ai appris que non, je ne suis pas performant quand je fais ça. Donc, du coup, le peu de temps que j'ai, je le maximise. Que j'ai 70 jours de vacances ou que j'ai 15 jours de vacances, j'essaie de maximiser, sachant que dans mon métier, je n'ai pas réellement des vacances. Mais parce qu'on est toujours en train de penser, on est toujours en train d'anticiper. Mais je prends le temps nécessaire parce que je suis comme ça. Je suis comme ça et j'ai besoin de ça. Là, maintenant, c'est bon, là, j'ai besoin de retourner. Là. Je suis prêt. Ouais, là, je suis prêt. Et j'ai envie de retourner parce que dans ma tête, c'est clair. Je suis bien frais. J'ai envie de retourner, de tenter. Ça va être la première fois que je vais être à la tête d'une équipe pendant 3 ans. Donc, c'est nouveau pour moi. Et j'ai été avec mon staff en constante progression. Et l'année dernière, malgré qu'on n'ait pas gagné le titre, ça a été la meilleure année de l'histoire du club et aussi au niveau de la MLS par rapport à ce qu'on a fait au niveau de la Champions League. Donc du coup, c'est un super bon challenge de voir comment justement on va pouvoir nuancer, ajuster certaines choses, que ce soit au niveau du terrain, mais que ce soit au niveau aussi du développement personnel. Tu parles de ton staff. Jules Guéguen est un préparateur physique, probablement le préparateur physique le plus sous-estimé de la Ligue. Ouais. Est-ce que tu peux faire jouer ton équipe comme tu l'as fait jouer sans lui? Non. Non, c'est pour ça que je l'ai pris. Jules, il est déjà pour moi, comment j'ai défini mon staff, ils sont tous adjoints. Et ils ont tous une spécificité. Ouais, ils ont une spécificité bien précise. Ils sont experts de quelque chose. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, Jules, tu peux avoir une conversation de ballon avec lui. C'est pas juste un gars qui calcule des... Bien sûr. Donc pourquoi Jules, il est important pour moi? Parce que déjà, c'est une personne qui est authentique. Ça, c'est la chose la plus importante. Et après, il a une connaissance du football qui est très importante. Juste pour faire un bémol, excuse-moi, je t'interromps, mais pour remettre en contexte pour les gens qui ne le sauraient pas, quand Thierry Henry a demandé à Jules d'être son préparateur physique, je paraphrase, mais à peine, c'est Jules qui a demandé à Thierry Henry de le convaincre que ses valeurs allaient avec les siennes, puis il était jamais passé chez les pros avant ce moment-là. Fait que c'est un gars qui a des grosses convictions. Ouais, totalement. Et avant Thierry, il a travaillé quand même avec... j'ai un blanc. Il va pas être content que j'oublie son prénom. Sur la fin de saison? Ouais, sur la fin de saison. Avec Wilmer. Avec Wilmer. Donc, il était avec Wilmer. Donc, il a pu voir un peu qu'est-ce que c'était. C'était la première fois qu'il venait dans un staff professionnel. Et après, quand je peux le comprendre après d'avoir demandé quelques clarifications. Si c'était ça ta première... Non, c'est pas toi qui le dis, c'est moi. Mais Wilmer, il savait pas c'était qui Rod Fanny, puis on l'avait fait venir pour sa connaissance de la MLS. Donc, du coup, effectivement, ce que tu dis, c'est... Attends. Vas-y. Là, je t'interromps. On va revenir à Jules. Ça a dû te froisser qu'on te l'offre pas, cet intérim-là? Je veux dire, surtout avec le recul, là. Tu parles de reverse engineering. Bien sûr, bien entendu. On est tous des... Toi, Patrice Bernier était là. Non, regarde, à la fin de la journée, on est tous pareils. On a envie de se tester, on a envie de se challenger, que ce soit dans n'importe quoi en tant qu'être humain. Donc, bien entendu, j'ai pas compris pourquoi. C'est clair. Après, je sais pourquoi. Après, ça, c'est des choix, mais je crois beaucoup au heureux hasard. Et ma vie a toujours été faite comme ça. Bien entendu, sur le coup, j'étais frustré, j'ai dit, j'ai pas compris, j'étais pas content. Mais à la fin de la journée, voilà, ça s'est passé comme ça. Et après, finalement, Thierry, parce que avec la famille, c'était difficile, donc il a décidé de partir. Ouais. Et finalement, moi, je suis arrivé, quoi. Donc, ma vie a toujours été comme ça, toujours un peu bizarre.
Un peu comme l'arrivée de Jules, qui s'est faite juste avant la pandémie. Après ça, il débarque, pandémie, puis toi, le connaissais-tu super bien? Parce qu'à son passage à l'académie, toi, tu étais pro. Ouais, j'étais déjà avec les pros. En fait, on s'était croisés un peu à l'UQAM, parce qu'il avait joué à l'UQAM, et moi aussi, j'avais fait une session. Mais en fait, non, il était en Suède à l'époque, et moi, j'étais toujours à l'académie, à l'époque où Philippe, il était avec les pros. Et donc, du coup... Avec Marco Chalibam. Exactement. Donc, il m'avait contacté parce qu'il avait fait une thèse sur les performances mentales, sur la préparation mentale. Et donc, du coup, il voulait me la présenter. Et en même temps, il voulait aussi voir s'il y avait une opportunité pour revenir... pour travailler au club. Donc, du coup, on s'est assis, on a discuté pendant 3-4 heures. Et après, j'en ai parlé à Phil. Et donc, du coup, on a gardé son nom. Et dès qu'il y a eu l'opportunité, boum, il est venu. Et donc, Jules, c'est quelqu'un qui est très important pour moi, bien entendu, parce que je le considère comme un adjoint. Et la façon dont je pense au niveau du foot, il me facilite le travail et il facilite la complexité de ce que l'on veut mettre en place. Il le simplifie. Donc, du coup, je te donne un exemple. Je vais dire à Jules, « Hey Jules, aujourd'hui, j'ai besoin que tu me fasses un exercice sur la transition défensive. » Et lui, il va matcher la transition défensive avec un certain nombre de courses qu'il a besoin de faire. De répétition, le côté physique. Voilà. Là, donc, c'est tactico-physique. Et pour moi, il est extraordinaire. C'est le meilleur. Je te le dis, pour moi, c'est le meilleur. Et en même temps, il aime se remettre en question. Donc, on aime bien se challenger. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui est atypique parce qu'il aime faire des choses, il aime créer des choses. Et donc, moi, ça me parle. À partir du moment que tu as envie de créer des choses, j'aime ça. Et donc, du coup, il aime créer des choses sur des faits et il aime regarder s'il y a des corrélations avec les choses qu'il a étudiées auparavant et en même temps pour le futur. Donc, du coup, il est toujours en avance, il est toujours en train de se remettre en question et en même temps, il aime créer des choses et donc, du coup, on se complète vraiment bien, vraiment, vraiment bien et il y a une constante évolution dans sa façon de voir les choses. Donc, l'évolution que j'amène en tant que leader, lui, il a la même parce qu'il essaie véritablement de matcher les idées que j'ai, mais au niveau fitness, au niveau physique. Et donc, du coup, cette capacité-là physique qu'on a à répéter les matchs, à répéter les actions à haute intensité et à le faire dans la durée, c'est lui. Après, tu me posais la question par rapport au fait que j'ai été assistant avec plusieurs coachs. Le fait d'avoir été assistant et de voir comment les coachs fonctionnaient avec le préparateur physique, de temps en temps, il y avait des clashs parce que le préparateur physique demandait de travailler pendant 55 minutes et nous, en tant que coach, on travaillait pendant 2 heures. 1h15, 2 heures. Ouais. Donc, j'ai appris qu'il fallait que je fasse confiance avec les personnes avec qui je travaille parce que Jules est expert dans ça. Il sait quelque chose que tu ne sais pas. Exactement. Donc, du coup, je me suis ajusté. Ça serait mentir de dire que quand on me dit « Ouais, Wilfried, c'est 55 minutes », que je fais 55 minutes. Mais la plupart du temps, on est aligné. Ouais. Et donc, pour moi... c'est super important de le mettre aussi dans des bonnes conditions. Mais il est top. Et bien entendu, il a beaucoup étudié, mais aussi, il aime voir d'autres choses. Il aime regarder d'autres sports. Il aime discuter avec d'autres personnes. Et il aime se mettre en danger. Elle est là, la nuance. Il aime se mettre en danger par rapport à « Ok, j'ai cette idée-là. Je ne sais pas si ça va marcher. C'est quoi? Qu'est-ce que tu penses, Wilfried? On peut expérimenter ça. Ok, let's go, on le fait. » Et donc, du coup, on a fait un mix de toutes les pédagogies et les méthodologies. Et en fait, on a fait une soupe minestrone qui nous appartient et on est confortable avec ça. Parlant d'autres sports, as-tu traîné tes bâtons de golf à Columbus? Ah oui. Joues-tu beaucoup? Pas beaucoup, parce que malheureusement, le golf, c'est long. Il faut 4 heures. Mais j'habite à 500 mètres d'un club de golf. Et j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça et je joue. Tu joues combien de fois par année maintenant? Là, j'ai pas beaucoup joué. Cette année, je jouais peut-être 4 fois par année. Mais ce que je fais, de temps en temps, je vais au driving range. Et sinon, je fais un 9 trous. Mais au niveau du staff, on joue, on essaie dès qu'on a un petit moment de jouer. Mais un manque de temps. Mais j'adore toujours. Je parle de déménagement. Là, j'ai appris dernièrement... une histoire abracadabrante parce que vous êtes encore propriétaire de la maison que vous avez ici à Montréal. Oui. Puis là, c'est Hassoun Camara qui est là une fois de temps en temps, pour pas dire tout le temps. Ouais. Parce qu'Hassoun se déplace beaucoup entre l'Afrique puis le Québec. Ouais. Mais là, c'était pas prévu, ça. Moi, j'ai toujours compris que vous vous êtes parlé, là, non, vous connaissez assez bien. Non, comment ça se passe? En fait, ma femme a géré ça et donc du coup, on avait des appels. Et un jour, il y a une personne qui appelle. Et donc, ma femme discute avec, et intéressée par rapport à la maison.
Et bref, ils discutent et tout. Et short story, ma femme me dit, ouais, comment vous appelez? Et, et Hassoun, il dit, ben, je m'appelle Hassoun. Et ma femme me dit, ok, Hassoun. Et le nom de famille, Camara. Ma femme me dit, mais Hassoun, c'est Anna, la femme de Wilfried. Et lui, lui, il n'y avait aucune idée. Aucune idée. Et donc, du coup, c'était marrant, quoi. Et ma femme, elle a dit, donc, du coup, on a regardé pour. On a facilité un peu les choses. J'ai dit, Hassoun, fais pas n'importe quoi, s'il te plaît. J'avais d'autres personnes, et finalement, je vais avec toi, et prends soin de la maison. Et finalement, ouais, ça s'est passé comme ça, mais c'était pas prévu. Du coup, ils cherchaient une maison avec certaines choses dans la maison, et donc, nous, c'est ce qu'on avait. Donc, du coup, voilà, ça s'est fait comme ça. C'était pas prévu. C'est quoi les odds de ça? On parlait tout à l'heure de ton parcours de coach. Ouais. De l'extérieur, il y a l'air d'avoir eu une continuité constante de l'académie vers l'équipe pro comme adjoint, entraîneur-chef. Mais il y a quand même un 3 mois, si je ne me trompe pas, où tu te ramasses sans emploi, techniquement, là, de 2017 à 2018. C'est quand Mauro et son staff est passé dans le tordeur. Finalement, c'est Rémi Garde qui te ramène, mais presque par la bande. Ces 3 mois-là, de quelle manière ça a façonné ta manière de voir ton métier? Est-ce qu'il y a comme un avant et un après? Ouais, totalement. Ah ouais? Totalement. J'ai dit, Wilfried, bienvenue dans le monde, dans ce monde-là. Dans les deux sens en même temps, parce que tu te fais ramener tout de suite parce que tu as quelque chose à offrir. Ouais, parce que la première fois que ça arrive, quand tu te fais virer, waouh, tu prends une claque. Mais en fait, comment ça se fait, ça? C'est un meeting avec quelqu'un, un texto? Ça dépend des personnes. Des fois, c'est calme, des fois, c'est intense, des fois, c'est... ça dépend des personnes. Des fois, c'est un texto, des fois, c'est un email. Des fois, c'est en tête-à-tête. Donc, non, regarde, c'est... Mais tu dis bienvenue dans le métier. Et en fait, le fait que pour moi, c'était un peu différent, étant donné que on m'a rappelé très rapidement, mais je n'avais pas accepté parce que j'avais été marqué. J'avais été marqué. Ah ouais, ça, je savais pas. J'avais été marqué. Quand Rémi Garde veut te ramener? Pas Rémi Garde, mais c'est quand le club décide de me faire savoir que regarde, non, on aimerait que tu restes. Et... On a changé d'idée, essentiellement. Voilà. Et moi, j'ai dit, je sais pas. Et pour être honnête avec toi, j'avais envie de partir. J'avais envie de partir parce que je pensais que c'était la fin d'un cycle, tout simplement. Et c'est Rémi Garde. Ça avait été tough pour tout le monde, là, 2017 bien sûr, aussi. Là, bien sûr. Et donc, du coup, moi, j'avais déjà regardé, j'avais eu quelques opportunités avec quelques clubs aux États-Unis. Et finalement, il y a Rémi, on met en contact avec, on me dit que Rémi va peut-être devenir le coach, donc on me met en contact avec Rémi. Et voilà, je passe 1 heure avec lui qui fait tout changer, en fait. Ouais. Et donc, c'est pour ça que je suis resté. Mais ce moment-là a tout changé parce que j'ai pris conscience de... C'était quoi le métier? Qu'à la fin de la journée, bien entendu, j'aime créer des émotions, j'aime avoir des émotions, mais c'est un business. Et j'aime pas ce mot-là, parce que on l'utilise... Aimes-tu mieux industrie? Ouais, mais ça fait... mais c'est la réalité, c'est la réalité, en fait. Et donc, du coup, tu dois penser à toi, en fait. C'est ce que j'ai appris, c'est que grâce à ça, ça m'a donné une autre perspective au niveau du métier. J'étais pas dans le monde des bisounours avant ça, mais je me suis dit, Wilfried, tu dois être tranchant. Tu dois penser à toi, parce qu'à la fin de la journée, quand ça se passe bien, tout est bien, mais quand ça se passe pas bien, c'est toi qui sautes. Donc, le jour que tu deviendras entraîneur, ben, tu mettras des conditions qui te permettent véritablement d'être en accord avec toi-même, parce que voilà, c'est le métier qui veut ça. Et de nos jours, il n'y a plus d'Arsène Wenger ou de Ferguson à l'époque. La durée de vie d'un entraîneur, c'est en moyenne, c'est 2 ans et demi, grand maximum. Donc du coup, ça a changé ma perspective et je me suis pas habitué à ça, mais je sais ce que c'est. Donc aujourd'hui, c'est pas encore arrivé, peut-être que ça arrivera dans le futur, mais je vais peut-être me faire dégager un jour. Ça fait partie du métier. Donc le plus important, c'était pas moi, ma façon de penser par rapport à ça, c'était par rapport à ma famille. Parce que, encore une fois, le meilleur exemple pour moi, c'est Guardiola, où Guardiola, il a tout gagné. Je me rappelle, une fois, il était critiqué parce qu'il n'arrivait pas à marquer des buts. Pourtant, il avait gagné plein de titres. Et avec la même équipe, il a marqué 8 buts, 9 buts. Et ils ont dit, finalement, tu n'as pas besoin d'attaquant. Alors qu'auparavant, il lui disait qu'il avait besoin d'un attaquant. Donc, à la fin de la journée, ce métier-là donne l'opportunité, c'est la passion, donne l'opportunité à tout le monde de parler. Et en même temps, voilà, il y a des objectifs qu'on doit atteindre. Il y en a, ils ont des stratégies différentes, que ce soit le développement, que ce soit au niveau de faire l'argent, que ce soit... bref, chacun a sa stratégie au niveau du business.
Et donc, nous, voilà, c'est pour ça que le projet du club est le plus important pour moi. C'est pas la ville. Pour décider si Ah, c'est... bien entendu, parce que je dois être aligné avec véritablement la vision du club pour que je sois capable de m'exprimer. Et si demain, on ne peut plus travailler ensemble, pas de problème, ça fait partie de la vie. C'est comme ça. Mais c'est vrai que ce moment-là a été charnière pour moi pour comprendre c'est quoi le métier. Parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut. Mauro, c'est le gars de Montréal. Et quand Si lui, il passe dans le tordeur. Ah, ben bien sûr. Et donc, du coup, et le meilleur exemple que j'ai aussi, c'est Carlo Ancelotti, qui pour moi, a été viré plein de fois, mais qui est un des entraîneurs les plus titrés au monde. Donc, ça fait partie du métier. Donc, j'ai accepté ça. Tu as réalisé à ce moment-là, après la saison 2017, que c'est une business. Ça, c'est le côté un petit peu plus claque d'en face, mettons, de l'affaire. Tu as aussi vécu un moment difficile à l'été 2022. Tout le monde sait ce qui est arrivé après le match contre Sporting Kansas City. En même temps, ça aurait pu être fini à ce moment-là. Les joueurs se lèvent debout pour valider que vous êtes dans la bonne direction, même s'il y a un accro. Ça représentait quoi pour toi? Extraordinaire. Ça fait pencher la balance, tout simplement. De rester? Il n'y a pas eu que ça. Mais la première, c'était que j'étais un jeune entraîneur. Et que tu avais 1 an et demi, là, officiellement, d'expérience. Et qu'en même temps, on avait construit quelque chose l'année précédente et que je voulais voir pour les playoffs qu'est-ce que ça allait donner. Mais les joueurs, qu'est-ce qu'ils ont fait a vraiment penché parce que malgré ça, j'avais pas envie de rester. Et donc, du coup, voilà, et ça a été extraordinaire. Et pour moi, c'était fort parce que c'était authentique. Et bien entendu, j'aime la tactique, bien entendu, j'aime créer des choses sur le terrain. Mais à la fin de la journée, pour créer des choses sur le terrain, on doit avoir une interaction avec les joueurs et l'être humain qui est derrière ça. Et ça, pour moi, c'est très, très important. Avec les personnes avec qui je travaille, oui, il y a du challenge, mais il y a beaucoup de support. Support, challenge, challenge, support. Et les joueurs ont été extraordinaires sur ça. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'on a fait aussi une belle année. Et pour moi, ça allait dans la direction de la relation que je vais avoir avec les personnes avec qui je travaille. J'appelle ça le kind honesty. Pas le brutal honesty, le kind honesty. Et le fait d'être comme ça te permet d'avoir des relations interpersonnelles avec les joueurs et des discussions difficiles à certains moments, parce que quand tu es honnête, des fois, ça ne fait pas plaisir, mais au moins, il y a ce respect-là mutuel. Ça ne veut pas dire qu'on doit s'embrasser tout le temps. Des fois, on s'embrasse, des fois, on est dur, des fois, voilà, des fois, on est distant. Mais ça a été super important, oui. Quelle relation tu entretiens avec, le mot est peut-être trop fort, là, mais la confrontation? Mettons, c'est le moment-là où tu as l'obligation de mettre tes culottes à quelque part parce que c'est toi le boss. Ce que j'ai appris, c'est que le conflit est bon. Le conflit, de temps en temps, fait avancer les choses. Mais il ne faut pas avoir conflit juste pour avoir un conflit pour montrer que tu as raison. Non. Quand c'est fait d'une façon constructive, aucun problème. Si je prends la relation que j'ai avec ma femme, on a très peu de conflits, mais on a déjà eu un conflit. Ouais, mais le lave-vaisselle, là, c'est un gros problème. J'ai fait une grave erreur sur ça. T'es sérieux? Je sors pas du coq à l'âne, mais on reprendra. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'étais fatigué. Ma femme connaît le métier. Et j'étais à... Comment je peux te dire ça? Lors d'un meeting avec mes joueurs, je parlais avec eux et moi, quand je fais les meetings avec mes joueurs pour parler de quelque chose, je suis vraiment authentique avec eux. Et je fais preuve de vulnérabilité avec eux. Et donc, du coup, je leur dis, gars, on a tous des problèmes. Tous des problèmes. Mais il faut passer par-dessus. Je dis, moi, hier, j'ai fait une terrible erreur. J'étais à la maison, j'étais fatigué. Ma femme, elle me demande de faire la vaisselle. Et finalement, je lui dis, je suis fatigué. Mais quelle erreur! Quelle erreur j'ai faite! Parce que ça faisait des jours et des jours que j'étais fait par la maison. Ma femme, elle fait le va-et-vient avec les enfants et les enfants. One job. Exactly. Et à la fin, j'ai dit à mes joueurs, mais j'ai accepté que j'ai fait cette erreur-là. Ouais. Et je dis, écoute, désolé, je vais le faire. Et en fait, la vie, c'est ça. Oui, on a tous un ego. Mais il faut accepter que des fois, tu trompes et il faut le dire. Et après, on avance avec ça. Et le fait de justement avoir ces moments-là,
Puis ça permet, parce que tu es un gars qui est quand même relativement gardé publiquement. Là, on connaît le coach, mais il y a des endroits de ta personnalité qui restent les tiens, de ta vie personnelle aussi, de les laisser rentrer un peu quand c'est le temps d'être honnête puis de trancher, ben, ils doivent sentir quelque chose de plus authentique. Bien sûr, et c'est important pour moi. C'est important pour moi parce que je demande... Je suis très exigeant avec les joueurs. Mais par contre, l'être humain derrière ça, je suis vraiment très kind avec eux. Mais... Ça veut dire quoi? Tu sais, pour les gens qui nous écoutent, là, être exigeant, je suis certain que tu as des exemples à l'infini, ça peut ressembler à quoi? Être exigeant, c'est que je sais ce que je veux. Je veux pas que mes joueurs deviennent des robots. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils aient toujours l'intention de se challenger, d'être en compétition avec eux-mêmes et ne pas être en compétition avec l'adversaire. L'adversaire, c'est un outil qui va te permettre de devenir meilleur. Donc, moi, comme je leur dis, compete with yourself. Et quand je vois qu'il n'y a pas d'effort, quand je vois que le joueur est là, mais il n'y a pas un intérêt de s'améliorer, on ne peut pas fonctionner. Donc, du coup, je les challenge beaucoup. Donc, c'est pour ça que le fait de les challenger, mentalement, c'est difficile. Donc, je dois trouver la balance aussi pour qu'ils se sentent confortables. Au début, le confort pour eux, j'utilise beaucoup ça, mais maintenant, je les mets dans une position inconfortable. C'est quand, par exemple, on fait le bench press. Ouais. Tu lèves 20 kilos, tu fais 10 répétitions, tu es habitué. Donc après, tu vas passer à 21 kilos ou à 22 kilos. Et ben mentalement, c'est ce que je fais avec les joueurs. Dès que je sens qu'ils ont atteint leur pic, boum, on essaie, boum, de leur donner un autre challenge. Mais en même temps, des fois, c'est prenant mentalement. Et donc, c'est pour ça que je connecte tout ça avec la relation que j'ai avec eux et je fais preuve beaucoup d'empathie et en même temps de vulnérabilité. Vulnérabilité, pour moi, ça veut dire que je suis comme vous. Je cherche à progresser tous les jours. Il y a des moments qui sont difficiles, il y a des moments qui sont complexes, il y a des moments où je ne sais pas la solution. Eh ben, je vais essayer de trouver la solution, de faire des choses pour trouver la solution. Mais à la fin de la journée, je suis comme vous, j'ai le même objectif, sauf que je suis le leader. Donc, je dois me porter garant de certaines choses pour que vous soyez confortable à pouvoir vous challenger. Donc, c'est ça l'idée. Donc, c'est pour ça que j'utilise beaucoup d'exemples de ma vie privée avec les joueurs. Donc, pour leur faire comprendre que, guys... Ça humanise. Exactement. Parce que je ne suis pas un extraterrestre, moi. J'ai des émotions comme vous, là. Il y a des moments où, oui, je suis un easy-going guy, mais j'ai aucun problème à dire oui ou non. Je ne sais pas. Aucun problème. Mais pour ça, il y a un travail que je fais avec moi-même tous les jours, où j'ai une routine, par exemple, matinale qui me permet de me sentir bien. Je suis pas un gars qui est musclé, mais j'ai des exercices que je dois faire où je me sens bien. J'aime la musique, j'aime le yoga, j'aime la méditation. Donc, c'est des choses qui me permettent, c'est des outils qui me permettent de balancer avec comment on vit en tant qu'être humain. Musique de Noël, je me rappelle plus, oui ou non? Ouais, quand même. Maria Carey. Pentatonix? Ouais, quand même. Ouais? Quand même. Il y a très peu... Quand j'embarquerai pas là-dedans, j'ai rien de positif à dire là-dessus. Qu'est-ce que tu as appris sur la gestion de finale? Vous n'avez joué quoi, 3 en 1 an avec Columbus? Pardon? Vous avez les finales. Ah oui, vous avez joué finale de MLS Cup, finale de Champions Cup, finale de Leagues Cup. Ouais. Vous en avez gagné 2 sur 3. Ouais. Qu'est-ce que tu as appris sur la gestion? Parce que tu en as vécu à Montréal aussi. Une que tu as, sauf erreur, jamais regardée depuis le temps face à Toronto en 2016. Exact. J'ai appris que le match contre LAFC, je suis le plus fier de ce match-là parce que, en tant qu'entraîneur. Parce que j'ai eu des débats avec des potes qui me disent une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Je suis contre ça. Parce que ça irait 100% contre ton discours depuis toujours. Exactement. Parce que on est arrivé les potes, c'est Drogba, ça? Non, avec Thierry, on parlait de ça. Il me disait une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Et pourtant, attention, Thierry, on sait qui c'est. Mais en tant qu'entraîneur, j'essaie de combattre ça parce que c'est pas cohérent avec la façon dont je fais les choses. Pour te rendre là. Exactement. Comment on s'est rendu là? C'est en jouant de certaines façons. Donc l'idée, c'était véritablement de... On a été, c'était la première fois qu'une finale était autant regardée, grâce à Apple et tout ce qu'il en est. Et on a joué cette finale-là comme on a l'habitude de jouer ces matchs-là. Et pour moi, ça a été ma plus grosse victoire. Parce que au niveau footballistique, on a produit des choses, mais aussi au niveau de
contrôler les émotions parce que c'est pas un match normal, c'était pas une semaine normale, les joueurs ont été capables de le faire. Donc du coup, ça a été franchement un sentiment de fierté qui a été extraordinaire, mais ça a été préparé sur toute l'année. Parce que j'ai pas réinventé des choses, ce sont des choses que j'ai dites durant l'année. Donc du coup, ce que j'ai appris au niveau de la finale, c'est d'essayer de la vivre, de profiter de ces moments-là, de prendre le temps de savourer ce moment. Parce que des fois, on est tellement dans la performance qu'on n'en prend pas le temps de savourer ça. Des fois, on refait le match, on fait le match avant de faire le match. Donc, on essaie de trouver des leviers pour qu'on ait une semaine qui n'est pas normale, mais qui se rapproche de la normalité. Et donc, du coup, ça, ce sont des outils avec le staff qu'on essaie de mettre en place. Et après, on a tous une préparation différente. Et de plus en plus, où je grandis dans ce métier-là, je suis beaucoup plus dans l'individualisation. Et donc, du coup, chaque joueur a un programme, a une routine qu'il met en place. Et donc, du coup, ça aide à la préparation à la performance. Avant, j'aimais que les joueurs s'habillent de la même façon. J'aimais que les joueurs fassent le même warm-up. Je ne crois plus en ça. Maintenant, ce que l'on fait, c'est que les joueurs viennent avant. Ils ont leur propre routine. Avant de faire leur propre routine, on fait des examens, des exercices avec eux pour définir ce dont ils ont besoin en fonction de leur corps. Ça, c'est pour un match? Pour un match ou pour l'entraînement, le day-to-day. Et après, ils peuvent mettre la musique, ils peuvent tout mettre. Ils savent que les 4 dernières minutes, c'est le moment où, boum, on se retrouve tous ensemble. Que ça soit pour le match ou que ça soit après pour la préparation au niveau de l'entraînement. Mais l'idée, c'est qu'on peut commencer l'entraînement sans échauffement. C'est à vous de faire votre propre échauffement. Et quand je parle d'échauffement, c'est échauffement physique, mais aussi mental. Donc, quand tu observes un peu, ça doit t'en dire beaucoup sur les joueurs. Exactement. C'est pour ça que j'adore, parce que moi, je me mets en danger. Parce que si les gars, ils ne s'échauffent pas bien, ils pètent. Mais encore une fois, c'est la relation que je crée avec eux, parce qu'à la fin de la journée, c'est leur métier. Donc, du coup, c'est toute cette autonomie que je leur donne, qu'on essaie de mettre en place pour qu'ils prennent conscience que c'est votre métier et c'est votre passion, et c'est vous qui avez tous les outils pour être bon. Et pourquoi je fais ça? C'est parce que j'adore les sports collectifs américains ou même canadiens, que ce soit le hockey, le basketball et le football. Et je me rends compte que Steph Curry, des fois, il vient 4 heures avant le match. Il a sa propre routine. D'autres joueurs, ils viennent une heure et demie avant le match. Ils ont leur propre routine. À la fin de la journée, c'est ce dont ils ont besoin pour être performants. Pourquoi je te dis ça? C'est parce que la finale, ça a été la même chose en termes de préparation par rapport à tous les matchs que l'on a eus. Sachant que les gars, ils sont déjà motivés. Ouais. Donc, du coup, c'est trouver l'effet balancier pour revenir à la normalité, sachant que ce n'est pas la normalité. Le défi, c'est plus de ne pas s'emporter. Exactement. Mais on est excité, donc c'est pour ça que c'est pas normal. Donc, on essaie d'ajuster un peu certaines choses, mais j'ai aimé ce qu'on a fait, j'ai aimé aussi l'approche que l'on a eue. Moi, j'ai pu voir certaines choses que l'on a pu peut-être modifier. Donc, chaque finale, on les a préparées de la même façon, mais on a nuancé certaines choses par rapport aux jours de repos, par rapport à qu'est-ce que l'on fait durant la semaine. Est-ce qu'on fait 40 minutes d'entraînement ou est-ce qu'on fait 20 minutes? Donc, ça dépend du moment aussi, comment on se sent et tout ce qu'il en est. Donc, Toi, personnellement, t'es un gars qui a quand même un peu de swag. Aux abords du terrain, as-tu un truc, tu sais, t'as des nouveaux souliers pour une finale, une nouvelle montre, un nouveau jacket? Je dirais que les souliers, j'adore. Donc c'est vrai que j'ai pas mal de souliers pour ça. Après, avant, je veux dire, je m'habillais un peu plus. Maintenant, j'aime m'habiller, mais je suis un peu plus relax, on va dire. Mais j'aime les souliers. On parlait d'Assun Camara tout à l'heure. Il me rappelait dernièrement, j'étais à un événement de Soccer Québec. Toi, tu avais une business dans le temps qui... C'était quoi déjà? Tu brandais des souliers? Ouais, ou donc l'idée, c'était de personnaliser les souliers. Les chaussures les chaussures de foot, les chaussures de soccer ou les chaussures aussi les normales. Si tu pouvais écrire ton nom, en fait. Dans le temps, tu pouvais pas aller sur Nike et construire tes propres... À l'époque, tu ne pouvais pas le faire. Et je regrette parce que j'ai eu un manque de temps sur ça. Et j'aurais dû... on devait s'investir beaucoup plus, mais on n'avait pas les ressources nécessaires. Donc, du coup, je regrette parce que franchement... Il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose et ça marchait bien, mais financièrement parlant, on ne pouvait pas suivre. Mais je regrette vraiment. Tu parlais d'Apple TV tout à l'heure. Le paysage médiatique a quand même beaucoup changé, ne serait-ce que depuis ton arrivée comme entraîneur-chef à Montréal. Je suis curieux de savoir c'est quoi ton expérience
pour les broadcast calls, Ouais. qui sont les appels 24 ou 48 heures avant le match. Ouais. On discutait avec Sidney Faux quand on faisait notre revue de l'année, puis on a parlé de toi, parce que mon expérience, j'en ai vécu quelques-uns des broadcast calls avec toi, c'est que après le match, le propos est très généreux dans le détail pour comprendre ce qu'on voulait faire. T'es pas le plus généreux avant. En toute franchise. Il y en a qui sont cartes sur table. Tu les vis comment ces moments-là, toi? Est-ce que c'est un pain in the ass comme coach parce que, je sais pas, c'est une chasse gardée d'idées qui s'en viennent? C'est quoi ta position là-dessus? Non, franchement, j'aime l'exercice. J'aime la relation avec les médias. Parce que je comprends votre métier. Et justement, le fait d'avoir été adjoint pendant longtemps et de voir cette dynamique-là, je comprends votre métier et on a besoin de vous. Donc, du coup, j'aime l'exercice. Maintenant, c'est vrai que je vais pas être minutieux, je vais pas détailler les choses parce que, voilà, pour être honnête, des fois, c'est parce que c'est pas encore clair. Ça, c'est ce que vous dites. Non, c'est vrai. Des fois, après, oui, s'il y a des questions bien précises, je fais un appel contre appel. mais c'est vrai que ouais, je donne pas trop d'infos. J'aime discuter, j'aime parler. Des fois, au lieu que ça soit 20 minutes, c'est 30, 45 minutes. Mais c'est vrai qu'après le match, là, je peux discuter, on peut me poser les questions que vous voulez, je réponds. Mais c'est vrai qu'avant, ouais, mais j'aime l'exercice, c'est pas quelque chose qui me dérange, au contraire, il n'y a pas de souci avec ça. Question un peu champ gauche, mais je suis toujours curieux de savoir comment ça fonctionne concrètement. Cette année, je pense que le Ramadan, c'est fin février à fin mars. Ouais, je pense, ouais. Tout le monde vit ça différemment. Il y a des règles ou des mesures. Là. Je ne sais pas c'est quoi le bon vocabulaire pour des fois repousser l'exercice à un moment où c'est pas en période de saison. Là, c'est peut-être plus compliqué. Comment tu gères ça, toi? Là, vous faites une préparation complète. La saison commence le 22, le 24 février, quelque chose comme ça. Une semaine plus tard, tu as des gars qui, du lever au coucher du soleil, peuvent pas s'alimenter. Comment on gère ça? Pour moi, c'est pas difficile. Est-ce que les gars sont capables de tenir le coup? Est-ce que vous ajustez la charge de travail? En fait, ce qui se passe, c'est que pour moi, c'est même pas un problème parce que le fait que j'ai beaucoup voyagé, j'ai aussi la famille qui est musulmane, c'est inconcevable pour moi, et je respecte tout le monde, mais qu'une personne empêche quelqu'un de faire le ramadan. Parce que cette période-là, c'est la période pour les musulmans de se rapprocher de leur Dieu. Et c'est comme si tu leur dis, non, tu ne dois pas croire en Dieu. Alors que leur foi, c'est de croire en Dieu. Donc du coup, pour moi, non. Par contre, déjà, bravo à la MLS, parce que pendant les matchs, s'ils doivent couper le ramadan, ils arrêtent le match pour permettre à l'heure de fin, là, parce que pour les gens qui ne sauraient peut-être pas, il y a littéralement à la minute près une heure où là tu peux recommencer à manger et à boire. À ce moment-là, interruption, puis les joueurs peuvent... Et ça, je faisais des entrevues avec des Français, des journalistes français, et ils sont restés bêtes. Parce qu'en France, bien entendu, ils n'ont pas cette réflexion-là, malheureusement. Et donc, du coup, la MLS, bravo à eux, parce que quand c'est l'heure de couper, que ça soit en plein match, boum, l'arbitre, il siffle, il donne l'opportunité pendant 1 à 2 minutes aux joueurs de couper le jeûne. Donc, pour moi, c'est un moment où c'est pas un problème, mais après, c'est de la discussion avec les joueurs qui font le ramadan. Mais ce que j'ai appris, c'était j'avais lu Benzema qui disait ça. Mais en fait, cette période-là de ramadan, c'est une période où, souvent, ils sont meilleurs que quand ils ne font pas le ramadan. Parce qu'ils sont branchés à quelque chose. Exactement. Parce que spirituellement parlant, ils sont frais. Et donc, du coup, ils ont besoin, quelque part, je le dirais avec mes mots, de se rattraper de certaines choses qu'ils ont faites quand c'était pas le ramadan. Donc, spirituellement parlant, ils sont prêts à faire plus d'efforts que ce qu'ils faisaient auparavant. Donc, du coup, aucun problème à faire des bons matchs. Sauf que on doit être bon dans la communication. Donc, du coup, moi, ce que j'ai fait avec eux, des fois, ils commençaient les matchs.
ils sortaient à la 60e où ils faisaient tout le match. Des fois, je les faisais commencer sur le banc et après, ils rentraient après. Mais il y a la communication constante. Pendant la période du Ramadan, il y a la communication constante pour savoir si je les fais jouer, si je les fais pas jouer. Mais je ne suis pas là pour les priver. Ils le savent. Si j'ai besoin de toi, si tu es performant, il n'y a pas de problème. Je sais que tu fais le Ramadan. Je vais accepter, par exemple, l'entraînement. Si on a 90 minutes d'entraînement, ben, peut-être à un certain moment, ils vont faire que 70 minutes. Pas de problème. Et c'est pas 20 minutes qu'ils vont louper que c'est la fin du monde, non. Donc, du coup, ça se passe très, très bien. On s'entend qu'avec des matchs de soir, c'est un peu mieux qu'aller virer à Houston à 13h en juillet. Ah, exact aussi. Ça, c'est vrai. C'est pour ça que la communication est super importante et que voilà, j'en parle déjà au début et l'environnement que j'ai créé avec mon staff permet aussi aux joueurs d'être libres, de discuter de ça. Et il y a le respect des autres joueurs. Et les joueurs vont faire plus aussi pour aider les personnes qui font le Ramadan sur le terrain. Donc c'est vraiment top. J'ai trouvé ça extraordinaire d'ailleurs, il y a même des joueurs de mon équipe qui ne sont pas musulmans, qui ont déjeuné 1 à 2 fois pour les accompagner. Pour le vivre? Ouais, pour le vivre. Ils se sont rendus compte que c'était pas facile. Mais eux, ils doivent rusher, là. Tu fais pas ça depuis que tu es jeune. Voilà, exactement. Et le jour de match, par contre, je les oblige pas, mais la plupart du temps, tous les musulmans avec qui j'ai travaillé, ils ne jeûnent pas le jour du match. Mais, ça, tu peux le reprendre si tu choisis. Voilà, il y a des possibilités de le reprendre. 2-3 petites questions en terminant, Will. Tu parlais de gars que tu as challengé. C'est drôle, à chaque fois que tu parles de ça, c'est Georgi Mihailovic qui me vient en tête. De quelle dynamique t'es le plus fier? Puis ça peut être un gars là, qui est un héros obscur ou un gars qui a à peine joué, mais ta discussion avec lui a amené un déclic puis il a été capable de faire un énorme pas vers l'avant, que ce soit dans sa vie ou dans sa carrière. T'en as influencé beaucoup des joueurs. Lequel te reste vraiment en tête? C'est peut-être Georgi, là, j'ai peut-être volé le punch. C'est une super bonne question parce que récemment, j'en ai parlé avec un ami à moi et... Je pensais que tu allais me dire un journaliste français encore. Là, je suis en train de recycler les... Non. C'est Ismaël Koné. Parce que Isma, c'était... il n'était pas pro déjà. Exactement. Et tu sais, des fois, c'est un peu cliché de dire, et moi, je sais, des fois, on me prend pour un poète, mais que j'apprends des joueurs. Mais c'est totalement vrai. Et que j'apprends tout le temps. C'est totalement vrai. Ismaël m'a appris à être patient en tant qu'entraîneur. Ismaël, bien entendu, Olivier et moi, on a été bons dans Olivier Renard. Ouais. Bien entendu, mon staff était aussi là, mais OK, c'est à ton tour maintenant. OK, c'est à mon tour maintenant. Parce que moi, j'ai failli craquer 2 fois avec lui sur le fait que j'avais dit non, OK, c'était terminé. Attention, je comprends bien. Comprenez-moi bien. Sur le fait que Ismaël n'a pas eu un parcours à l'académie. Donc, du coup, il ne connaissait pas les prérequis. Les règles. Pour devenir un joueur professionnel. Donc, du coup, il était à l'état brut. Donc, du coup, il faisait des erreurs où il ne faisait pas exprès. Et pour lui, c'était quelque chose qui n'était pas grave. Et donc, du coup, on l'éduquait dans ça. Mais il répétait souvent les mêmes erreurs. Et au bout d'un moment, j'ai dit stop. Non, Isma, je suis désolé. C'est pas possible. Boum. Olivier est arrivé. Il a dit je prends la relève. On va l'aider. Boum. Après, Victor Wanyama et Rudy Camacho l'ont aidé. Parce que j'ai une règle. Je ne suis pas quelqu'un qui a beaucoup de règlements. Et je n'aime pas les amendes. C'est pourquoi, parce que pour moi, c'est juste du common sense par rapport à comment on vit ensemble. Par contre, la seule règle que j'ai, c'est que quand je donne une heure de rendez-vous, que ce soit pour un meeting, si par exemple le meeting est à 9h30, je ferme la porte. T'es pas là, tant pis pour toi. Et si on part à 9h30, t'es pas là, tu dois y aller par tes propres moyens. Donc du coup, on était en Floride et le bus part et Ismaël, il n'est pas là. Rudy Camacho, il était blessé, il a pris la voiture, boum, il a amené Isma parce que la règle, c'est que si tu arrives à l'heure pour le début de l'entraînement, j'ai pas de problème, tu peux t'entraîner. Donc du coup, Ismaël, pour revenir à lui... Mais trouve-toi un Big C, là, si exactement, pas là. Exactement. Et donc du coup, Isma, ça a été quelqu'un on était obligé de l'aider à comprendre comment être constant dans la performance et aussi en dehors du terrain. Les habitudes. Exactement, les habitudes de vie. Et donc du coup, lui m'a aidé justement à devenir patient et à prendre le temps de répéter d'une différente façon. Et je suis très fier de ça parce qu'aujourd'hui, il est à Marseille. En ce moment, il joue un peu moins. Mais si j'avais pas été comme ça, avec bien entendu l'aide des personnes avec qui je travaille, ça n'aurait pas été possible. Et en fait, quand on parle de la définition de succès,
Bien entendu, j'ai gagné des titres, mais ça c'est mon succès. Ça, c'est mon succès sur comment développer des joueurs. Alistair Johnson, la même chose. Ali, il est arrivé, il avait le style de jeu Nashville, prend le ballon, met dans le channel, et il voulait tout le temps jouer à une touche de balle. Il a compris que des fois, avec moi, il fallait jouer en 10 touches de balle. Et je lui avais dit, Ali, tu as un potentiel qui est extraordinaire, je sais que tu vas réussir. Et aujourd'hui, Tu le voyais déjà ah oui, je l'avais dit déjà. Je l'avais dit parce que c'est quelqu'un qui apprend très très vite. Et dans la complexité du jeu que j'ai, je vais à l'encontre, par exemple, du nombre de touches. Des fois, tu dois arrêter le ballon. Des fois, tu dois faire des passes négatives pour aller vers l'avant. Et donc, du coup, il ne comprenait pas au début. Et comme c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le process, by the book, c'était vraiment difficile pour lui. Mais le gars, boum, trust, et le petit, boum. Donc, une machine de travail, extraordinaire. C'est pas lui que tu avais à reprendre. Exactement. Donc, tous les joueurs que j'ai eus m'ont permis de me définir et de m'ajuster sur comment transmettre et comment convaincre différentes personnalités. Et c'est pour ça, tu sais, Victor Wanyama, j'avais dit à Isma, Victor, il a joué 500 matchs en Ligue 1, en Première Ligue. Il arrive, le gars, il est toujours là, il n'a jamais été en retard. Et t'as Isma, petit cul, qui a des qualités qui sont extraordinaires, mais on avait besoin de l'aider pour passer par là. Et cette patience-là, pourtant je suis patient, mais non. Et donc c'est pour ça que Georgie, c'était différent. Lui, c'était son impulsivité. Très impulsif, un professionnel hors pair. Il détestait quand les joueurs n'étaient professionnels, un compétiteur hors norme. Mais la différence, pour moi, c'était pas un vrai compétiteur. Parce que, et c'est ça que j'essaie de lui faire comprendre, et il a compris par la suite, parce que un compétiteur, pour moi, c'est quelqu'un qui, ok, tu vas tout faire pour bien travailler, mais quand c'est dur, tu dois trouver des outils pour continuer, et tu dois pas lâcher. Mais lui, des fois, il lâchait parce qu'il n'acceptait pas que les autres joueurs soient pas exigeants par rapport à son exigence. Mais je dis, Georgie, lui, il est exigeant comme toi, mais il le fait d'une différente façon. Et donc, du coup, c'est toutes ces notions qui étaient différentes avec plusieurs joueurs qui m'ont permis de m'ajuster et de comprendre l'être humain et de me dire, OK, Wilfried, tu sais quoi ? Tu as des outils qui sont dans ta poche ? Eh bien, peut-être que tu vas utiliser cet outil-là avec ce joueur-là parce qu'il a besoin de ça. Mais en contrepartie, les joueurs se libéraient avec moi, mais moi aussi, j'apprenais des choses d'eux. Et des fois, je me trompais. Et des fois, des fois, quand tu dors le soir et que tu as envie d'aller faire pipi, et que tu vas faire pipi, et après tu n'arrives plus à dormir, et moi, je me disais, putain, aujourd'hui, Wilfried, tu n'as pas été bon, là. Tu as dit ça, mais le joueur, il n'a pas bien pris, et tu as dit quelque chose, tu étais dans le champ. Donc, boum, tu rumines, tu penses, tu dis, OK, je dois m'ajuster. Donc, c'est du 24 heures sur 24, là. Donc, c'est pour ça que je suis très, très fier de ça, sur le fait que, j'en parle avec Thierry, tu sais, le fait d'être assistant, encore une fois, le système MLS fait que, avec le salary cap, tu n'as pas le choix de développer les joueurs. Ah ouais. Et pour moi, c'est du top. Parce que dans le futur, je voyagerai encore, on ne peut pas changer les joueurs. Je me rappelle, Rémi, il me disait, Wilfried, non, lui, il faut qu'on change. Je dis, ouais, Rémi, on peut pas. Tu peux pas. On peut pas, Rémi. On doit le développer. Donc, on doit trouver les outils nécessaires pour le faire. Et pour moi, oui, je suis entraîneur, mais je suis formateur. Et je prends ce plaisir-là. Quand je vois des joueurs qui partent en équipe nationale, Aiden Morris, qui était à Columbus, maintenant qui est à Middlesbrough, qui pareil, qui a grandi, Patrick Schulte, qui est notre gardien de but au niveau de Columbus, Mo Farsi, pareil, qui est aujourd'hui qui est super en équipe nationale d'Algérie. Et je te prie de croire, ça c'est important que je le dise, il a été bâché parce que, et tout à fait normal, je peux comprendre ça, parce que je suis métissé moi aussi, qu'il ait choisi finalement l'équipe nationale d'Algérie. Mais je peux vous dire que ça a été une décision extrêmement difficile. À prendre. Il n'en dormait pas. Et on en a discuté, bien entendu. Mais il avait ses raisons. Il respecte le Canada. Il adore le Canada. Pas de problème. Mais voilà, il a préféré aller avec ça. Et je respecte son choix. Mais ça l'a mis en difficulté dans ses performances au niveau du club. Ah ouais, parce que c'était dur pour lui. Il avait vraiment envie aussi de jouer pour le Canada. Il voulait pas être perçu aussi comme le gars qui renie d'où il vient. Non. Donc du coup, toutes ces situations-là me permettent de grandir avec eux et de trouver des outils pour transmettre et convaincre. Qu'est-ce qui a plus de chances d'arriver? Coacher en Europe ou coacher en sélection? Coacher en Europe.
Parce que la sélection, j'adore, mais pas pour maintenant. Non. Ouais, pas pour maintenant. Oui, il y a eu des opportunités, mais c'est pas le même métier. J'ai besoin d'être au day-to-day. Le Canada, t'as parlé. Ouais, il y a le Canada, il y a les États-Unis qui ont eu un intérêt aussi. Et, mais à la fin de la journée, je sais ce que je veux dans le sens que j'ai besoin du quotidien, j'ai besoin du day-to-day. Et, C'est deux jobs différents. ouais, là. exactement. Dans le futur, ouais, franchement, j'aimerais. Mais après, voilà, de continuer à voyager, de voir différentes cultures. Je vois mes enfants aujourd'hui qui parlent anglais couramment, qui découvrent la culture. Bien entendu, ils sont québécois et fiers d'être québécois. Maintenant, la culture américaine, je vois mon fils qui me corrige tout le temps avec mon accent français. Quand je dis power, il me dit non, non, papa, c'est pas power, c'est power, power. Je dis ok. Donc voilà quoi. Donc on verra le futur nous amène. Je suis très bien ici. Après, on verra dans le futur. L'Europe, par contre, est-ce que c'est un objectif éventuel ou ce qui arrivera, arrivera? C'est souvent on me dit est-ce que c'est un rêve pour toi l'Europe? Je dis non parce que je viens de l'Europe. C'est plus le prochain challenge. Donc est-ce que ça va être maintenant? Est-ce que ça va être plus tard? J'ai aucune idée. J'ai 47 ans et je vis à Columbus. J'aurais jamais cru que j'allais vivre dans l'Ohio. Et ça, c'est ma vie. Ça, c'est mon histoire. C'est comme ça, tu vois. Donc on verra le futur où il m'emmène. Et je suis pas un carriériste. Je suis quelqu'un qui vit pour les challenges. Je suis quelqu'un qui vit pour l'épanouissement, comme j'ai dit en préalable, l'épanouissement personnel. Et on verra. Et j'essaie de bien faire les choses pour avancer. Tu as souligné beaucoup d'éléments qui ont fait partie de ta progression, qui t'ont amené là où tu es en ce moment. Si je t'oblige à choisir une chose dont tu es le plus fier, c'est quoi? D'avoir décidé de quitter la France et de venir à l'étranger. Parce que... C'est quoi qui t'avait poussé? Je pense que je t'ai jamais posé cette question. J'avais juste envie... Je savais un peu, parce que j'ai la famille un peu partout dans le monde, et je savais que j'avais envie de tenter ma chance à l'étranger. Et ma mère était partie déjà 10 ans auparavant, elle vivait à New York. Et je me suis dit, voilà, ça a toujours été dans un coin de ma tête. Et donc, voilà, je me suis dit, pourquoi pas? Et comme j'avais une sécurité où j'avais 1 an pour décider, je me suis dit, je vais tenter. Et ça a été la plus belle chose que j'ai faite de ma vie. Parce que sans ça, ben voilà, j'aurais pas pu avoir la vie que j'ai actuellement, tout simplement. Tu n'habiterais pas à Columbus. Exact. C'était ça le plan. Dans ce temps-là, tu savais que c'était pas idéal parce que tu étais au courant qu'il n'y avait pas de vol direct. Ah, mais attends. Et tu connaissais tous ces détails-là. True story, tu pourras demander à ma femme. Le premier voyage que j'ai fait à Columbus avec Montréal, j'ai dit à ma femme, je dis non, Columbus, pas possible. Mais ça, c'était avant le stade aussi, là. Ouais, c'était avant le stade. Okay. Ouais, attention, non, c'était avant le stade. Ça change Parce un peu votre environnement de travail. Ouais, je parle de 2015. Tu vois. L'hôtel où on était, c'était pas un bon hôtel, l'environnement, tout ça. Je dis non, pas possible. Première chose, en revenant de là-bas, tu as dit, je pourrais jamais j'aimais bien lui dire, ouais, elle me demandait qu'est-ce que tu penses et tout. Tu vas à Chicago, c'est extraordinaire, là, la ville. Exactement. Et donc, je dis non, pas possible. Et finalement, quand le projet est arrivé et que je dis Columbus, ça me dit, mais attends, tu m'as pas dit que... Je vais te sortir la cassette, là. Et finalement, non, regarde, bien entendu, ça a évolué. C'est une ville en devenir. C'est vraiment une ville dynamique. Et quand on ne connaît pas, on se dit que c'est une ville qui est pépère. Bien entendu, il y a beaucoup de vieilles personnes, on va dire. Mais maintenant, il y a un vent frais qui arrive parce que c'est une ville qui est vraiment en devenir. Et il y a une génération de notre âge qui est là-bas. Parce qu'il y a beaucoup de grandes compagnies et tout ça qui s'installent là-bas. Et la vie familiale, elle est top. Donc où j'habite, moi, c'est comme si c'est Repentigny. La même chose. Et beaucoup de verdure et tout, c'est top. Le Repentigny de l'Ohio. Exactement. Bon, Exactement. Parfait. Ça, je peux pas te laisser partir sans te poser la même question que je te posais à chaque fin d'entretien au FC 919. On est au fond des filets maintenant. Qu'est-ce qui joue dans ta playlist ces temps-ci? Playlist de vacances? Non, là, c'est marrant que tu me dis ça parce que c'est vraiment dans un wrap-up au niveau de 2024. Et donc, il y a toutes sortes de musique qui apparaît en ce moment. J'aime bien faire ça en fin d'année. Et je me suis rendu compte, je rigolais avec mon fils parce que mon fils m'a dit « Papa, t'écoutes ça ?» J'écoute toutes sortes de musique, comme d'habitude, bah, tu me connais, toutes sortes de musique. Et donc, du coup, non, de tout en ce moment. C'est vraiment un résumé de tout. Donc, j'ai découvert toutes sortes de musique encore. Mais je me rends compte que là, j'aime les musiques où il y a beaucoup d'instruments derrière. Et j'aime les sonorités qui sont derrière. Donc, du coup, j'ai vu dernièrement 2 films. Le film de Bob Marley. Et le film de Amy Winehouse, extraordinaire en termes de comprendre la vie, de comment ils ont vécu et tout ça, extraordinaire. Donc non, j'aime toujours autant la musique, je peux pas vivre sans, c'est pas possible.
Ouais, question de gérer des personnes d'exception, un peu comme tu le fais sur un terrain de soccer. Bob Marley, Amy Winehouse. Je te confirme qu'il y a une couple d'exemples ou quelques leçons à retirer de ça. Will, c'est toujours un grand plaisir. Merci encore d'être passé dans ton précieux temps des fêtes avec ta famille à Montréal. Puis on te souhaite une super saison en économie. Merci beaucoup, Oli. C'est un plaisir de venir ici.